Donc merci Président pour votre invitation et félicitations pour votre combat sans concession pour la vérité, notamment celle qui concerne la nation franco-russe. Donc si j'étais un théoricien atlantiste, je vous expliquerais que ce qui se passe en Ukraine est un vaste combat du bien contre le mal, où la Russie est incarnée par une espèce de Dark Vador qui a découvert les secrets de la force et qui veut nous emmener tous du côté obscur. Mais comme je suis français et donc de formation française, je suis même un pur produit des écoles françaises, je vais faire les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Cela dit, il est vrai que si j'étais polonais, moi aussi j'aurais envie d'envahir l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que la Pologne, il y a quelques siècles, était jusqu'à Odessa. En fait, oui, les ambitions de la Pologne sur l'Ukraine sont tout à fait légitimes du point de vue historique, et je ne vais pas les remettre en cause. Mais ce qu'il ne faut pas attendre de moi, c'est de dire que les motivations de la Pologne en Ukraine sont morales. Elles ne sont bien sûr pas morales. Le rêve traditionnel de la Pologne, et on s'en est aperçu au lendemain de la révolution bolchevique, lorsqu'ils ont lancé une offensive contre l'Ukraine et la Russie, enfin les territoires qui correspondaient à l'Ukraine et la Russie, c'était de créer une république d'entre les deux mers. C'était l'ambition du général Piłsudski. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ambition, je dirais même affichée de la Pologne, c'est non pas bien sûr d'annexer l'Ukraine à son territoire, mais de remettre l'Ukraine dans sa zone d'influence comme elle le fut pendant des siècles. À cela, je peux ajouter cette citation tout à fait intéressante du ministre des Affaires étrangères polonais en novembre 2014. Il commençait à se rendre compte que la France et l'Allemagne avaient l'intention d'essayer de gérer la crise ukrainienne de leur côté, en essayant de convaincre les Américains d'arrêter de mettre le désordre et l'anarchie et le chaos en Ukraine. Donc le ministre des Affaires étrangères polonais, qui n'était pas content du tout, a fini par déclarer que parler de l'Ukraine sans l'Ukraine sans la Pologne, cela revenait à parler de l'Algérie, de la Libye ou du Maroc sans la France, l'Espagne ou l'Italie. Donc ça montre bien bien sûr cette déclaration n'a pas du tout fait plaisir aux Ukrainiens, mais ça montre bien l'aspect, je dirais, traditionnel de cette relation que la Pologne a vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire comme un pays qui doit faire partie de sa zone d'influence. Le deuxième pays, qui a aussi des intentions tout à fait amicales, mais tout de même très géopolitiques sur l'Ukraine, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, ça c'est pas un secret, l'Allemagne a pour but, dans son expansion géopolitique, de contrôler ce qu'elle appelle la Mitteleuropa, c'est-à-dire l'Europe centrale. Et il est évident que pour verrouiller son contrôle sur l'Europe centrale, il est très important de contrôler l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où, effectivement, l'Allemagne a dominé l'Ukraine pendant quelques mois. C'était à la fin de la Première Guerre mondiale, à l'issue du traité de Brest-Litovsk. Donc, ça nous ramène dans cette période qui va de novembre 1917 à mars 1918. Et là, elle a eu une administration de l'Ukraine, et c'est elle en fait qui a lancé donc une offensive qui a bouclé le territoire ukrainien avec sans faire un peu un anachronisme, avec un Gauleiter qu'on appelait le Hetman Skoropadsky. Et c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire de l'Ukraine inventée que l'Ukraine règne sur la Crimée, puisqu'avant la Crimée n'avait jamais fait partie d'aucun territoire appelé ukrainien. Et ce qui est intéressant, c'est que le général Groener, qui commandait les forces allemandes en Ukraine, à la fin de l'occupation allemande, s'est rendu compte que, à la première occasion, il l'écrit lui-même, je cite, j'ai la citation dans mon livre, vous la direz exactement, qu'à la première occasion, l'Ukraine reviendrait, je cite, téter le lait maternel de la mère Russie. Donc même les Allemands, et bien sûr les Français de l'époque, étaient parfaitement conscients que le projet Ukraine était un projet artificiel, d'abord polonais, ensuite autrichien, ensuite allemand, et désormais américain. Et donc c'est le troisième acteur dont je voudrais vous parler maintenant, c'est la géopolitique américaine. Et là, on voit le mal que peut faire l'idéologie dans la politique. Pourquoi ? Parce que tout le monde, je pense que vous êtes des gens assez cultivés, vous avez entendu parler donc de la géopolitique anglo-saxonne, notamment des fondateurs, c'est Mackinder, qui d'ailleurs n'était pas tellement lu en Angleterre, mais qui a été beaucoup lu par les Américains. Mackinder disait que, et ensuite ses successeurs, donc Spikeman, l'amiral Graham, et plus récemment Brzezinski, considèrent que si l'Ukraine
sort de la zone d'influence russe, ne fait plus partie de la Russie, alors la Russie ne sera plus européenne et elle ne sera plus un empire. Or, je peux vous dire pour vivre à Moscou que même sans l'Ukraine, la Russie est européenne et sera toujours un empire. Mais au nom de ce principe, de ce déterminisme géopolitique radical de la pensée américaine, ils ont décidé en 2013 qu'il était temps de renverser le pouvoir Yanukovych qui ne correspondait pas à leurs valeurs démocratiques. Pour moi, la démocratie, enfin je ne sais pas pour vous, c'est juste un moyen de choisir ses représentants démocratiquement, c'est l'élection. Mais pour eux, la démocratie, ce sont des valeurs démocratiques. Et si ces valeurs démocratiques doivent être imposées par la force et par une révolution, ils le feront. Donc je pense que de ces trois puissances qui ont eu un intérêt en Ukraine, la plus dangereuse est les États-Unis, parce que elle veut imposer son système par un système idéologique et par la force. Et la France, me direz-vous, quel est l'intérêt de la France en Ukraine? Écoutez, honnêtement, pas beaucoup. Les échanges en 2013 entre la France et la Russie, c'était à peu près $1 milliard, c'est-à-dire moins que le Mistral, c'est-à-dire 21 fois moins que les échanges entre la Russie et la France de l'époque. Entre la France et l'Ukraine, pardon. C'est-à-dire 21 fois moins que les échanges entre la France et la Russie. En outre, avec la Russie, on a l'ambition, enfin je pense que c'est aussi l'ambition de votre mouvement, de construire un système de sécurité qui enfin soit viable et qui remplace l'OTAN. Et qui cesse d'être une alliance militaire permanente avec un système d'entrée en guerre automatique, un truc proprement délirant quand on voit qu'on est le seul au monde à avoir ça. Et donc, avec la Russie, la France a une grande ambition. Elle peut avoir une grande ambition de construire un système de sécurité alternatif. Elle peut devenir son premier partenaire économique. Et finalement, nous représentons chacun le poumon de cette grande Europe qui va de Sakhaline, puisque j'y étais il y a pas longtemps, jusqu'à Brest, jusqu'à Londres, ou Reykjavik, pourquoi pas. Et donc voilà où est notre intérêt. Et croyez-moi, je suis très attaché à la Russie, mais je ne défends pas là les intérêts de la Russie, je défends les intérêts français. Notre intérêt, pour la France et pour l'Europe, pour une Europe en paix, c'est une alliance privilégiée avec la Russie et de sortir des clivages qui, malheureusement, perdurent depuis la guerre froide. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, mais j'ai résumé assez bien ma conception, en tout cas, des relations internationales dans cette zone-là. Pendant qu'on y est, j'en parlais à l'instant, ça n'a aucun rapport, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est la vie pour vous à Moscou ? Quel est le degré de liberté d'expression qu'il y a en Russie? Est-ce que la Russie est cette dictature poutinienne qui est décrite dans les médias français, ou comment vous voyez les choses? Est-ce que vous venez de donner des exemples concrets? Je peux tout à fait donner des exemples concrets. Donc, pour la liberté d'expression, Internet est totalement libre, bien sûr. Il y a plusieurs grandes chaînes de télévision et je ne vous cacherai pas que il y a les chaînes d'État et des chaînes publiques et des chaînes privées, et j'y suis invité régulièrement. Et même si vous pouvez considérer que les chaînes sont contrôlées par des structures proches du Kremlin ou par l'État lui-même, un peu comme France 2 ou France 3, il y a en Russie ce que je ne vois jamais en France, c'est-à-dire de vrais débats. Et j'ai un exemple concret, c'est que j'étais invité par une télévision qui s'appelle TV Centre, qui est un des gros canaux russes, pour un débat sur la multipolarité. Eh bien, vous allez pas me croire, mais nous étions 4 pour et 4 contre. Alors qu'en France, je pense que si on avait un débat sur la Russie, on aurait été 8 contre, et puis c'est tout. Donc... Et donc, du côté de la multipolarité, on était 4, donc j'étais le français avec 3 Russes. Et en face de moi, j'avais un journaliste américain, on était tous russophones, mais un journaliste américain, pro-américain, un journaliste tchèque, pro-Union européenne, et 2 journalistes russes. Et on a eu un vrai débat avec équivalent des temps de parole. Donc j'ai eu des débats également en face de moi, j'avais des journalistes ukrainiens. Et vous pouvez aller voir dans n'importe quel programme, y compris sur l'équivalent de TF1 qui est Pervé Canal, où également je suis invité. On a sans arrêt des intervenants ukrainiens, et ukrainiens pro-ukrainiens, enfin en tout cas pro-Kiev, pardon. Et donc la liberté, en tout cas dans les débats, je l'ai éprouvé moi-même, elle est totale. En ce qui concerne la liberté de la presse, vous avez
par exemple un des journaux à grand tirage qui est Vedomosti, et sur la une, vous avez Wall Street Journal et Financial Times, qui ne sont pas forcément les meilleurs amis de Vladimir Poutine, vous l'imaginez bien. Donc le mythe comme quoi il n'y a pas de liberté d'expression est totalement faux. C'est ce que je disais à François Asselineau, même s'il était dans l'opposition en Russie, il aurait accès aux médias, puisqu'il y a sans arrêt des talk-shows politiques très, très agités, très actifs, et je pense que vous y feriez merveille. donc honnêtement, c'est pas nous qui avons des leçons à donner de liberté d'expression à la Russie, mais plutôt l'inverse.